En automobile, la pollution est un problème majeur que tous les constructeurs essaient de diminuer à l'aide de technologies de plus en plus évoluées. Aujourd'hui, seule l'énergie électrique est en mesure de réduire à néant les rejets polluants en milieu urbain. Après des années de recherche et d'essais, Automobile Peugeot commercialise un véhicule pouvant répondre à la grande majorité des parcours effectués en ville. Construite sur une base de 106 3 portes, la 106 électrique garde un aspect globalement identique à un véhicule thermique. Seule une trappe sur l'aile avant droite et les logos électriques permettent de la différencier extérieurement. Le fonctionnement de ce véhicule est quant à lui totalement nouveau. Il fait appel à 3 éléments essentiels. Un moteur électrique à courant continu, accouplé à un réducteur. Une batterie de traction de 120 volts répartie en 3 coffres. Un dispositif de contrôle et de charge électronique. À côté de ce boîtier, une batterie auxiliaire de 12 volts assure le fonctionnement des différents accessoires, tels que par exemple l'éclairage, l'essuie-vitre, la condamnation. Par ailleurs, la direction assistée, le chauffage intérieur et le freinage sont dérivés de la série. Ils comprennent cependant quelques éléments spécifiques permettant d'assurer un agrément de conduite comparable à un véhicule classique. Rappelons enfin qu'étant donné les tensions et intensités élevées nécessaires au fonctionnement du véhicule, il est impératif lors d'interventions d'observer les règles essentielles de sécurité en matière électrique. Le respect des consignes affichées sur les boîtiers, ainsi que l'utilisation d'un équipement de protection homologué, tel que des lunettes anti-ultraviolets, des gants et des outils isolés est absolument impératif. Le nouveau mode de traction est assuré par un moteur électrique Leroy-Somer. De type SA13 à courant continu et excitation séparée, il est placé sur l'essieu avant. Ce moteur est constitué d'un induit ou rotor recevant un courant d'induit. 4 balais diamétralement opposés permettent la circulation de ce courant dans les spires. Des inducteurs ou stators encerclent cet induit. Ils sont alimentés par un courant d'excitation. Le moteur est accouplé à un réducteur épicycloïdal. Il transmet le mouvement démultiplié du moteur aux roues via un différentiel classique. La transmission gauche passe au travers de l'arbre creux de l'induit. Un pulseur à 2 vitesses assure un refroidissement continu de l'induit. Une sonde de température noyée dans le moteur permet de décider du débit d'air nécessaire au refroidissement moteur. Ainsi élaboré, ce moteur développe une puissance de 20 kW et un couple maxi de 12,7 m/Dnm dès les premiers tours moteurs.
Pour alimenter le moteur, une batterie de traction d'une tension de 120 volts est nécessaire. 20 monoblocs de type nickel-cadmium de 6 volts chacun sont branchés en série. Ces monoblocs sont répartis en 3 coffres dans le véhicule. « 11 monoblocs dans le coffre arrière. 3 en partie supérieure du compartiment moteur et 6 en partie inférieure. Chaque coffre est muni sur sa borne positive d'un fusible. Et côté négatif, d'une barrette. Les barrettes sont différenciées des fusibles par un trait blanc. La largeur différente des lames de contact empêche de monter une barrette à la place d'un fusible. Ces deux éléments, barrette et fusible, permettent l'isolement des coffres par rapport au reste du véhicule en cas d'intervention. Pour un fonctionnement optimum de l'ensemble, la température des coffres est contrôlée par un circuit de refroidissement. Les monoblocs sont conçus avec des parois doubles dans lesquelles circule le liquide de refroidissement. L'électrolyte utilisé dans les monoblocs nécessite une remise en eau déminéralisée périodique. 4 orifices de remplissage sont centralisés dans le compartiment moteur. 2 pour les coffres avant, 2 pour le coffre arrière. Les monoblocs sont reliés entre eux en série hydraulique. Chaque élément de batterie est muni d'un dispositif automatique de remplissage. Ce système permet à la fois l'évacuation des gaz et l'ajustement par système de siphon du niveau de l'électrolyte. Dès que le niveau souhaité est atteint, le remplissage s'effectue dans l'élément suivant. Les circuits de remise à niveau se terminent par des trop-pleins. Le cerveau de 706 électrique réside dans un boîtier logé dans le compartiment moteur. Il gère les courants d'induit et d'excitation en traction et en décélération. Il assure la charge des différentes batteries. Il informe le conducteur sur les ressources et la consommation d'énergie. 5 éléments assurent toutes ces fonctions. Un calculateur électronique 55 voies. Deux discontacteurs pour la liaison électrique batterie-moteur. Des hacheurs permettant la variation des courants de traction et d'excitation pour moduler le régime moteur. Ces hacheurs sont des transistors de forte puissance. L'unité de contrôle comprend également un chargeur 220 volts alternatif 120 volts continu pour la batterie de traction, un convertisseur 120 volts continu 12 volts continu pour la charge de la batterie auxiliaire, ce convertisseur est déclenché par le calculateur dès que la tension de la batterie auxiliaire est trop faible. À la mise du contact, il fonctionne en permanence. Un défaut de charge de la batterie auxiliaire est signalé par un voyant au combiné.
L'ensemble du boîtier électronique est maintenu à une température constante par la circulation dans le double fond du coffret d'un liquide de refroidissement. Ce liquide, servant également au refroidissement des batteries, circule dans un circuit comprenant un radiateur, un vase d'expansion et une pompe électrique 12 volts. Une sonde de température d'eau déclenche via le calculateur un motoventilateur. Pour le déplacement du véhicule, 3 conditions primordiales sont à réunir. Le véhicule doit être totalement immobile. Le cordon de charge doit être débranché. Le conducteur ne doit pas toucher à l'accélérateur. Le contacteur antivol garde ses 3 fonctions classiques. À la mise du contact, le voyant stop s'allume. Si la prise de charge est restée branchée, ce voyant clignote. Une impulsion sur la position démarrage enclenche les 2 discontacteurs. Le véhicule est alors prêt à démarrer en marche avant. Une porte passager mal fermée est signalée par un bruiteur. Le conducteur trouve face à lui une jauge d'énergie graduée en pourcentage de charge et un éconoscope l'informant sur la consommation instantanée. Le calculateur est informé en permanence de la demande du conducteur par un potentiomètre placé sur l'axe de la pédale d'accélérateur. Un deuxième capteur, implanté sur le carter du réducteur, en regard d'une roue dentée, transmet l'information régime moteur. Jusqu'à 20 km/h, c'est-à-dire de 0 à 1600 tours minute, le courant d'excitation garde une valeur constante de 11 ampères. Le calculateur commande le hacheur de traction pour délivrer un courant d'induit compris entre 0 et 200 ampères maxi. Au-delà de 20 km/h, le calculateur commande le hacheur d'excitation pour faire passer le courant d'inducteur de 11 ampères à 1600 tours minute à 1,2 ampères à 5500 tours minute. Le courant d'induit, quant à lui, s'adapte automatiquement selon les besoins du véhicule. Durant cette phase d'accélération, l'aiguille de l'éconoscope dévie sur la droite et indique à l'utilisateur si sa consommation d'énergie est normale ou forte. En phase décélération, le moteur se comporte comme une génératrice créant un courant variant de 150 ampères maxi à 70 ampères sous une tension de 120 volts. Ce courant est récupéré et sert à recharger la batterie de traction. En dessous de 1600 tours minute, la tension délivrée par le moteur est inférieure à 120 volts. Le hacheur de frein agit de façon à garder une tension suffisante, permettant la recharge jusqu'à l'arrêt du véhicule.
Cette solution technique, en plus de la récupération d'énergie, permet de garder un frein moteur efficace, signalé aux autres conducteurs par l'allumage des feux stop. Un défaut de frein moteur déclenche l'allumage au combiné du voyant de frein. Durant cette phase récupération, l'iconoscope dévie sur la gauche. À noter que la récupération d'énergie sera maximale si la pédale de frein n'est pas utilisée dans cette phase. Pour le passage de la marche arrière, le véhicule doit être immobile et l'accélérateur au repos. L'action sur la touche R sur la console fait clignoter le voyant marche arrière au combiné. Le calculateur, par l'intermédiaire de relais, inverse le courant d'excitation et donc le sens de rotation du moteur. Dans cette phase, le calculateur limite le régime moteur et donc la vitesse véhicule. Le conducteur est informé en permanence de l'état de ses ressources en énergie par la jauge du combiné. En plus de cette jauge d'énergie, un voyant indique la nécessité d'une charge. Un témoin sur l'iconoscope indique une limitation temporaire du courant d'induit afin de donner le maximum d'autonomie. Pour l'utilisateur, 3 types de charges sont possibles. À son domicile, par une prise de 120 volts 16 ampères. Dans des stationnements urbains conçus à cet effet. Dans des stations de recharge rapide. Incorporé dans le boîtier électronique, un chargeur gère une partie de ces recharges. Un cordon livré avec le véhicule permet un branchement aisé. La recharge doit être prévue dans un local suffisamment aéré et nécessite une simple prise domestique 16 ampères. Après le raccordement du cordon au véhicule, effectuer le raccordement au réseau EDF. Un voyant dans le boîtier de prise de charge signale la présence effective du 220 volts. La trappe peut alors être fermée, enclenchant automatiquement le chargeur. L'allumage durant 10 secondes des feux clignotants confirme le début de charge. Le voyant vert de charge clignote pendant toute sa durée. Le boîtier électronique gère complètement cette phase, enclenchant la pompe à eau électrique et le motoventilateur si la température des coffres excède 30 degrés. À tout moment, le cycle de charge peut être interrompu par ouverture de la trappe. Pour charger complètement les batteries de traction à partir de 0%, le cycle de charge dure environ 8 heures. En fin de cycle, le calculateur arrête le chargeur. Rappelons que le chargement de la batterie auxiliaire est effectué automatiquement par le calculateur à l'aide du convertisseur 120 volts 12 volts. Ce type de charge peut également s'effectuer en ville sur une borne située sur des emplacements de parking. Le cordon du véhicule doit être utilisé.
Le paiement s'effectue par une carte à puce. Des bornes de recharge rapide, situées dans les stations-service habituelles, permettent un dépannage en énergie électrique. Ces bornes délivrent directement, grâce à un pistolet de charge, un courant continu de 150 ampères, permettant de retrouver 2 km d'autonomie par minute de charge. D'autre part, quand le nombre de cycles de charge normale effectués implique une remise en eau des batteries, un voyant au combiné le signale au conducteur. À défaut de cette opération, quelques cycles de charge plus tard, un deuxième voyant défaut électrique s'allume au combiné, autorisant la charge normale uniquement. L'opération de remise en eau ne peut être réalisée que dans un point service. Aucune charge de la batterie de traction n'est possible si la température du circuit de refroidissement est trop élevée. Au raccordement du véhicule, les feux de signalisation clignotent alors pendant 10 secondes et le témoin de limitation temporaire s'allume. La recharge est différée en attendant des conditions meilleures. Enfin, toutes les 10 charges normales, le calculateur lance automatiquement une charge dite d'égalisation, permettant d'équilibrer la tension des monoblocs entre eux. Le système de freinage est directement dérivé de la série. La source de dépression pour l'assistance est assurée par une pompe électrique 12 volts spécifique. Cette pompe à membrane fonctionne automatiquement grâce à un contacteur à dépression. La direction assistée est alimentée en pression hydraulique par une pompe électrique 12 volts placée sous le plancher arrière. Le réservoir est quant à lui implanté dans le coffre arrière. Afin d'économiser au maximum l'énergie, les pneumatiques ont été spécialement étudiés pour diminuer au maximum la résistance au roulement. Ces Michelin Proxima ont une pression de gonflage spécifique qu'il convient de respecter. Une crevaison étant peu probable en ville, la roue de secours est en option. Une bombe anti-crevaison placée sous le siège passager permet un dépannage rapide. Pour garder un confort de conduite optimum, un système de chauffage Webasto a été implanté sous le capot. Aux yeux du conducteur, son maniement reste identique à un système classique. Un voyant indique la mise en marche du système. L'aérotherme intérieur est conservé, mais la chaleur est produite par un bloc de chauffage fonctionnant à l'essence. Ce carburant est stocké dans un réservoir de 12 litres placé sous le plancher. Il est aspiré et mis sous pression par une pompe électrique. Une pompe à eau assure la circulation du liquide dans le circuit de chauffage. À noter l'emplacement du vase d'expansion sur le passage de roue avant droit.
Enfin, un témoin au combiné indique le niveau mini de carburant. Pour intervenir sur le compartiment moteur, il est nécessaire d'isoler l'ensemble batterie de traction du boîtier de contrôle électronique. Après la coupure du contact, attendre 30 secondes. La dépose sur le coffre supérieur de la barrette et dans le passage de roue arrière du fusible permet d'intervenir en toute sécurité. Attendre 15 secondes avant de débrancher la batterie auxiliaire. À la repose, toujours rebrancher en premier la batterie 12 volts qui assure l'alimentation du boîtier de contrôle avant de reconnecter les batteries de traction. D'autre part, le système électronique de la 106 électrique intègre un dispositif de diagnostic très complet. Tous les éléments constituant ce véhicule étant électriques et pilotés par le calculateur, il est possible, à l'aide du TEP 92, de contrôler ou de simuler les différentes fonctions des éléments du système. Une deuxième prise diagnostique, située dans la boîte à gants, permet d'effectuer des tests complémentaires, par exemple celui des voyants. Le TEP 92 permet également de procéder à une lecture des défauts de fonctionnement enregistrés dans une mémoire non volatile. Cette 106 électrique permet d'offrir à l'utilisateur à la fois agrément de conduite, économie par rapport à un véhicule thermique et respect de l'environnement.